les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens rejoindre mon pote, Ça va Lucas. On est dans le 5e, parc du Luxembourg. Et bon, bah, il va déjà se présenter et puis on va voir par la suite. Bah, enchanté, moi c'est Lucas, j'ai 28 ans. Je suis coach sportif maintenant depuis 5 ans. J'ai fait un peu de culturisme et j'ai été acteur aussi. J'ai fait pas mal de trucs déjà dans ma vie. Et bah après toi Seb, tu connais mon parcours. Bien sûr. Et je crois qu'on est là aujourd'hui justement pour leur dévoiler un peu ce qui s'est passé dans ma vie malgré mon jeune âge. Et que malgré les galères, on continue à aller de l'avant, quoi. C'est ça le plus important dans la vie, non? Bien sûr. On tombe, faut se relever. Tiens, acteur, bah justement, moi, tu sais très bien que je suis garde du corps. Ouais. Donc je me suis occupé de certains acteurs. Ok. J'aimerais bien savoir justement qu'est-ce qui se passe au niveau d'être acteur, cette profession, si tu peux un peu nous en parler. Ouais, bah écoute, ça s'est fait moi, je sais pas, naturellement plus ou moins on va dire, mais tu vois mes parents ils travaillaient dans le milieu du cinéma et de la publicité. C'est pas Spielberg mais ils avaient quand même un petit nom, ils connaissaient du monde. Ouais. Et du coup, j'ai baigné dans cet univers-là, les films, les séries, depuis que je suis tout jeune. D'accord. Ok, donc j'ai vu énormément de séries. Ça m'a permis d'être bilingue même aujourd'hui anglais. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, mais ma mère, c'est surtout elle qui me faisait chier entre guillemets, à me dire regarde la VO, comme ça plus tard tu sauras parler anglais. Ah, c'est vrai. Et moi sur le moment, mais non, vas-y, quelle VO, quelle VO, quelle VO. Et je te jure qu'aujourd'hui, merci maman si tu me regardes, franchement, c'est grâce à toi le bilingue. Et du coup, un jour, autour de mes 16 ans, il y avait une soirée qui avait été organisée dans le monde du cinéma, pour la présentation d'un film, peu importe, c'est pas ce qui nous intéresse. Et c'est là que j'ai rencontré mon agent. D'accord. Ok. À quel âge? À 16 ans. 16 ans. Voilà, 16 ans. Et du coup, c'était pas le plus... Enfin, c'était un bon agent. Il avait des gens assez connus comme Romain Duris, par exemple. Je pense que tu vois qui c'est. Je connais, ouais. Donc, j'avais accès à beaucoup de castings, malgré que j'ai pas eu tourné plus tôt. Ok. Et assez vite, j'ai eu des rôles, ça a bien marché. J'ai fait 4-5 tournages, des petits courts-métrages, des téléfilms qui sont passés à la télé. Et du ciné, des petits rôles à droite à gauche, tu vois. Et comment dire, ce qui m'a plu là-dedans, c'était vraiment le fait de pouvoir être quelqu'un d'autre en fait. Tu vois, pouvoir relâcher mes émotions, parce que moi je sais que je suis quelqu'un qui prend beaucoup l'émotion des gens et qui aime bien transmettre. Et ça me permettait justement de m'exprimer et d'être quelqu'un d'autre, et je sais pas, de m'identifier aussi, tu sais, aux acteurs qui m'ont fait rêver. De voir ces personnes avec tant de prestance, tant de charisme et dégager autant de choses. Et dès 16 ans déjà, tu avais cette réflexion-là? Bah je sais pas, après réflexion à 16 ans, je t'avoue que j'étais un peu plus la tête dans les étoiles. Et justement, après on va en parler par la suite, mais pourquoi je suis parti dans le sport et je suis pas resté là-dedans, c'est que je pense que malgré que j'ai eu les atouts pour faire ça, j'ai pas assez travaillé à l'époque, j'étais un peu trop dans la lune, tu vois, je me suis dit ça va se faire tout seul, tout ça. Donc j'ai fait des stages, j'ai fait des formations à côté, mais aujourd'hui avec ma réflexion, je me dis que j'avais pas assez bossé dessus. Et c'est comme ça qu'après je suis parti dans le sport, on va dire. Quand j'ai eu ce choix à faire maintenant, aujourd'hui avec l'âge et le recul, j'ai 10 ans de plus, je m'y remets un petit peu parce que j'ai beaucoup plus facilement accès à mes émotions. Et par rapport à ce qu'on va dire par la suite, à ce qui m'est arrivé de plus grave à l'heure actuelle, ça m'a permis aussi de vraiment d'accéder à mes émotions beaucoup plus facilement. D'accord. Maintenant sportivement, tu peux nous en parler un peu? Moi, sur moi, ce que j'ai fait dans ma jeunesse sportivement, moi j'ai jamais été un grand sportif étant jeune. J'ai fait du sport, mais par exemple en EPS j'étais claqué, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles, à l'époque il y avait, tu sais, on faisait les crosses là, les trucs où on courait tout le temps. Et ça, sur ma tête, je courais 5 minutes, je marchais. Et bref, ça n'a jamais été trop mon truc, mais mes parents ils m'ont, comment dire, ils m'ont mis au sport de combat jeune. Donc j'ai commencé avec le judo, ça m'avait pas trop plu. Je suis passé sur du karaté ensuite. Au début, j'avoue que ça n'a pas trop été ça les 2 premières années, parce que avec le professeur, j'avais pas de feeling avec mon sensei, tu vois. Et puis bon, pour des raisons qui me regardent, on a déménagé et on est allé dans le 13e, et j'ai été pris en main par un sensei assez reconnu dans le monde du karaté qui s'appelle Hamdi El Maromi. Lui, il est comment dire, assistant du grand maître du Japon.
Ah ouais, Tu vois, il a été professeur de l'armée, enfin entraîneur de l'armée d'Égypte alors qu'il était encore mineur et champion d'Égypte à 15 ou 16 ans alors que c'était toute catégorie, il n'y avait pas enfant adulte. Hein. Tu tombais sur un mec de 30 ans, il te rentrait dedans quoi. Et ce mec-là, il a réussi à me transmettre sa passion et à me canaliser, on va dire. Et à partir de là, je me suis intéressé au sport et je me suis donné pour progresser. Après, à ce moment-là, on va pas dire que j'avais forcément le niveau pour les compètes, j'étais pas un monstre, mais je me débrouillais très bien. J'ai jamais voulu partir dans la compétition avec le karaté, je sais pas pourquoi, peut-être que j'étais trop jeune, ça m'intéressait pas. Mais ça m'a, on va dire, je pense, donné des bases, surtout sur ma façon de voir le monde et de me comporter avec les autres. Tu sais, le sport de combat, je trouve que ça t'apprend quand même un respect de l'autre. Et puis vraiment, c'était ma relation avec ce professeur qui, je trouve, nous ramène un peu à notre métier de coach aujourd'hui. C'est qu'il y a la, comment dire, il y a la technique, il y a les connaissances, il y a toute une panel d'outils à avoir pour aider son client, mais c'est quel rapport tu vas avoir avec ce client aussi, où est-ce que tu vas te placer, tu vois. Et cette relation de confiance et cette passion pour transmettre, et lui il l'avait, tu le voyais dans ses yeux. Rien que quand il coachait, lui c'était pas du coaching, mais quand il nous faisait ses cours et qu'on le voyait sourire, tu sais que ça venait du fond du cœur. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand un élève il me donne des résultats ou qu'il me donne un retour positif, je vais avoir le même sourire. Ou quand je vais apprendre quelque chose à quelqu'un, je vais avoir le même sourire parce que je vais me dire au moins j'ai été utile, j'ai servi à quelque chose. Et c'est ça, enfin pour moi en tout cas, c'est ça le plus important, tu vois, de me dire je peux t'aider. Moi aujourd'hui, j'ai traversé ça, ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Mon but et ma plus-value, c'est que je vais te faire gagner du temps. Mettons, si je me rencontrais moi il y a 10 ans par exemple, j'irais me voir et je me dirais au lieu de faire ça, essaye peut-être plus de faire ça, ou va là, et comment te faire gagner du temps. En fait, je te fais gagner du temps par mon expérience à moi, c'est ça ma vraie, enfin c'est ça notre vraie plus-value, je trouve. Moi, c'est ce que je dis justement à chaque fois à tous mes élèves. C'est ce que je dis à chaque fois à tous mes élèves. J'essaie de vous faire gagner du temps que moi j'ai perdu. Sur peut-être 22 ans d'ancienneté en musculation. Il y en a au moins 10 qui sont achetés. 10, voilà. J'essaie de vous dire, perdez pas votre temps, je faisais pas d'échauffement, vous faites ça. Je mangeais mal, vous mangez bien. Et c'est bien ce que tu rebondis là-dessus en disant que on essaie de leur faire gagner du temps par rapport aux erreurs qu'on a faites avant. Et justement, c'est bien que tu puisses rebondir là-dessus parce que là, ça va être ma prochaine question. Justement, le lien entre être pratiquant, faire du sport, et après, tu as voulu devenir coach. Donc, comment c'est arrivé? Voilà, comment c'est arrivé? Avec ton parcours, bien sûr, parce que bon, tu as été aussi bodybuilder. Donc, est-ce que déjà tu peux nous expliquer? Je vais reprendre, au début. Donc, comme je te disais, karaté, donc j'ai dû en faire vraiment bien en m'impliquant de mes 11 ans à mes 16 ans à peu près. Ok. À 16 ans, pour des raisons personnelles, j'ai arrêté. Et après, c'est l'adolescence. Pendant 3-4 ans, tu fais. Enfin, moi en tout cas, j'ai fait quelques conneries. Rien de grave, mais bon, tu sors, tu profites, tu vis ta vie, tu vis tes expériences. Du coup, j'avais mis le sport totalement de côté. Et j'ai toujours eu une nature à avoir été avant. J'ai toujours été très fin, tu vois. Je faisais jusqu'à mes 20 ans 52 kilos à peu près. Moi, quand j'ai commencé en 99, parce que moi, mon histoire, excuse-moi de te couper, non, vas-y, parce que ça m'a interloqué direct. Moi, je faisais 1m88 pour 73 kg. Comme moi 1m73 pour 55, on n'est pas loin. J'ai toujours été sportif aussi, un peu de basket, foot, comme certains le savent. Mais quand j'ai commencé la muscu, c'était vraiment esthétique pour prendre du volume. Donc, pareil. C'est exactement pareil. C'est ce que j'allais y venir. Du coup, vers mes 19-20 ans, je faisais soit des stages d'acteurs, soit j'étais dans des conservatoires par rapport au théâtre, à ce que je voulais développer. Mais à côté, il fallait que je travaille, que je gagne ma vie. Bien sûr. Le chef du resto dans lequel je bossais m'avait proposé de m'inscrire en salle de sport. Et comme je t'ai dit là tout à l'heure, j'étais très fin, tu vois, jusqu'à 20 ans, j'étais vraiment complexé. Et je sais pas pourquoi j'avais un objectif de 70 kilos en tête, tu vois, alors que je devais en faire aux alentours de 50. Et c'est là où je me suis inscrit en salle. Donc je te dis, ça fait 8 ans maintenant que je me suis inscrit. Et après, ça a été effet boule de neige en fait. 70 kilos, on les a atteints vite parce que, il y avait une boutique de nutrition qui s'était ouverte à côté de ma salle. Donc il y a un mec qui a été très important pour moi dans ma vie et qui l'est toujours aujourd'hui, qui m'a pris en main à ce moment-là. Donc on a commencé à s'entraîner ensemble.
parce que moi je lui ai acheté des compléments, etc. Et à un moment je lui ai dit est-ce que tu peux m'apprendre comment m'entraîner, parce que tu vois les compléments c'est bien, mais si tu sais pas t'entraîner ça sert à rien. Coach, du coup. Alors lui, il n'était pas encore coach, mais il avait déjà fait 5-6 ans d'haltérophilie. Il avait déjà un super physique et il avait ouvert sa boutique de nutrition. Donc moi, pour moi, à ce moment-là de ma vie où je connaissais rien à la musculation, c'était ma référence, quoi, on va dire. D'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, par la suite, ce mec-là, qui s'appelle Juan, pour ceux qui le connaîtront, on a fait nos études de coach ensemble, le Pense Academy comme toi, et on a fait une compétition en 2016, WBFF Londres ensemble. D'accord, donc en bodybuilding. Voilà, et là aujourd'hui, on a d'autres projets sur le coaching et sur certaines structures, etc. dans le sport qu'on va développer un petit peu. Voilà. Moi, je te connais depuis un petit moment. Je sais que tu étais très reconnu. Gros physique. Ouais, c'était bien à l'époque. Hein. Voilà, tu as fait des compétitions. Tu as été un coach même de, on va pas dire son nom, mais d'une célébrité. Et vu qu'après, tu es parti dans le sud, du coup, tu m'as dit de m'en occuper. On s'est occupé. Donc, mais à un moment donné, c'est passé un truc dans ta vie, si on pourrait revenir dessus. Et qu'il t'a fallu 2 fois plus de motivation encore pour revenir. Ok. Donc tu veux que je te parle direct de la maladie là? Ouais. Ok. Donc après comment dire? Donc après avoir rencontré cette personne-là, la Juan, et qu'on ait fait nos études, etc. Moi, c'est à ce moment-là où je suis tombé vraiment dans le délire du culturisme. D'accord. T'as capté? Parce que en même temps que je prenais du poids, du coup, comme c'était une boutique de nutrition, tu sais, on regardait un petit peu des vidéos d'athlètes. Pas les anciens athlètes, mais t'avais les nouveaux là, genre Lazar Angelov, je sais pas si tu te rappelles à l'époque, Sergi Constance, Jaco, tout ça. Ils faisaient leurs vidéos. Nous, c'était un peu nos modèles, tu vois. Et on se disait comment on peut faire pour être comme ça, c'est comme ça qu'on veut être, etc. Et à un moment, je sais plus comment c'est venu, mais je me suis fait cette réflexion de me dire coach sportif, ce serait un des meilleurs métiers qui pourrait me permettre d'être culturiste professionnel. Ok, parce que je vais évoluer dans des salles de sport, pour manger ce sera facile, ça va me permettre d'apprendre d'autres choses, et moi cette passion que j'ai eue pour la transformation physique, mon but c'est de la redonner. Ok, donc bref, on va faire une petite ellipse. Il s'est passé quelques années entre temps. Donc je suis parti de 55 kilos comme on a dit tout à l'heure, et 6 ans plus tard à du coup 26, j'en faisais en fin de prise de masse 105, 110 à peu près. Et donc j'étais passé d'un XS à un double XL. Là si je t'enlève mon t-shirt, c'est vergeture de partout, tu vois. Et donc comme tu disais, à ce moment-là, en plus je m'occupais de certaines personnalités, tout ça. Après on met personne au-dessus des autres, mais c'est vrai que c'était, c'est quand même plaisant personnellement, je trouve, de s'occuper de gens un petit peu comme ça, qui sont dans des milieux un peu artistiques comme moi j'avais en plus avant, donc ça me permettait d'échanger et pas d'avoir que le côté sport, tu vois. Parce qu'avant d'être sportif, je sais pas, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai fait d'autres choses, j'ai vu beaucoup de films. Et puis même ta carrière d'acteur, tu avais déjà plus ou moins un rapport avec des personnes. Oui, voilà, ouais. Le fait de les coacher après, ça peut être que oui, moi j'ai jamais été starfuckeuse en plus, je t'avoue que pour moi, que tu sois, je sais pas, un acteur ou quelqu'un de lambda, c'est la même personne, quoi. Après, c'est toi quelle importance tu lui donnes. Moi, j'ai pas envie de donner plus d'importance à une personne qu'à une autre. Enfin, sauf quand on parle de la famille, mais ça, c'est autre chose. Donc, bref, tout ça pour dire, donc culturisme, vers mes 26 ans, 105 kilos. On commençait à avoir une belle shape, même au niveau des coachings, ça commençait vraiment à monter. Ça a monté tout seul, tu vois, après mes études. Mais on y reviendra. Et du coup, je préparais ma dernière compétition, donc j'étais à 2-3 entraînements jour entre le cardio à jeun le matin, la première séance et la séance du soir sur les derniers clients, genre avant de les entraîner, je me faisais un petit rappel. Donc 3 séances jour et 4-5 coachings par jour aussi, ça faisait des grosses journées. Et un mois avant la compète, du coup, je faisais des UV parce que tu sais, il faut avoir la peau bronzée pour après mettre le tan pour que le tan ressorte mieux. Et du coup, j'étais dans une cabine à UV et je m'assois dans la cabine, je mets mes écouteurs, tu vois, comme d'habitude. Et là, c'est pas passé comme d'habitude. Je me réveille, j'ai 5-6 pompiers autour de moi.
Tu vois, moi je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, monsieur, réveillez-vous, réveillez-vous, vous venez de faire une crise d'épilepsie, il faut vous lever, on vous amène aux urgences. Impossible de bouger, tous les muscles tétanisés et on connaît bien nos corps quand même, tu vois. Et pour te dire que la compétition, ça m'a fait connaître des crampes monstrueuses, donc je sais quand je peux bouger ou quand je peux pas bouger. Là, c'était vraiment aucune force. Ils m'emmènent aux urgences. J'y passe 28 heures et à la fin des 28 heures, du coup, il y a la sanction qui tombe. Tumeur au cerveau, il me faut me faire opérer, tu vois. Okay. 28 ans, sportif, je t'avoue, ça faisait 6 mois que je commençais à bien gagner ma vie. Financièrement, j'étais apte à subvenir aux besoins de ma famille, tu vois, de ma mère ou d'amis. Tu sais, je commençais vraiment, la vie, elle prenait tout son sens, et mon rêve il commençait à se réaliser, tu vois. Et je vais pas dire j'ai galéré dans ma vie, tout ça, j'ai pas eu la vie la plus simple, j'ai pas eu la vie la plus compliquée, mais enfin j'accomplissais mon rêve à 26 ans, c'est quelque chose de fou, tu vois. Puis de se dire, je sais pas, quand t'as quelqu'un de proche de toi qui est un peu dans la panade, de te dire bah, c'est bon, moi je peux l'aider et la fin du mois elle est tranquille, enfin je sais pas, moi c'est quelque chose qui m'a soulagé, tu vois, qui m'a levé la moitié des problèmes de ma tête. Donc tumeur au cerveau, donc là, de toute façon, grosse claque dans la gueule, hein. Ça a été la deuxième plus grosse claque après la perte de ma grand-mère à 16 ans, où tu sais, genre le monde il s'arrête un peu quoi, pendant 5-10 secondes, on te fait l'annonce, t'es tellement choqué que il se passe plus rien autour de toi, tu vois. Et même quand il m'avait dit ça, moi je lui ai dit tumeur, mais tumeur cancer. Ouais, c'est ça que vous avez quoi. Et comment ils t'ont apporté là? Ils te l'ont apporté tout de suite avec une solution? Ou ils te l'ont posé comme ça Non, en fait, le problème, c'est que j'ai vraiment eu affaire à des soignants géniaux. D'accord. Tu vois, mon chirurgien ou même ceux qui m'avaient pris en charge à l'époque ou les soignants, tous ceux que j'ai eu affaire ont été géniaux avec moi. Mais dans le milieu hospitalier, parfois, je trouve que si moi, je peux faire une remarque, et elle est peut-être que personnelle, hein, elle engage que moi et personne d'autre, je trouve que certaines personnes manquent un peu de tact, tu vois, mais après je pense que c'est la répétition aussi d'annoncer des mauvaises nouvelles qui fait que peut-être pour eux ça devient mécanique, mais toi quand ta vie elle bascule comme ça du jour au lendemain, t'as pas envie de l'entendre mécaniquement. Du coup ils me l'ont annoncé de but en blanc en me disant ben voilà, vous avez ça, on vous opère dans 3-4 jours. D'accord. Moi j'étais à un moment où il me restait 1 mois de préparation pour ma compétition. Je me rappelle, ok. Donc j'ai parlé avec ce chirurgien-là qui m'a dit dans 4 jours on t'opère. Moi je lui ai dit écoute, dans 4 jours on va pas m'opérer. Moi voilà, j'ai expliqué un petit peu mon parcours comme je viens de faire avec toi. Donc je suis bodybuilder, tout ça. Enfin de toute façon il l'avait vu, hein, il n'avait pas besoin que je lui dise. Je suis culturiste, voilà, j'ai une compète qui arrive dans 1 mois. Je suis à la meilleure forme de ma vie, ça fait 6 ans que je travaille jour et nuit pour ça. Que je travaille 6 jours sur 7, que je rate pas de séance, que je me fais 5, 6, 7 repas, enfin que je me donne à fond, je peux pas ne pas aller au bout. À la base, tu vois, moi comme financièrement je t'ai dit ça allait mieux et que les compétitions c'est quand même un coût, je pensais avec mon préparateur de l'époque, c'est comme ça qu'on avait vu les choses, enchaîner les compétitions sur 1 mois et demi. Ça aurait été dur physiquement, mais je savais que mentalement j'étais là pour, j'aurais pu assumer. Donc comme ça je me dis si on rate une recharge, parce qu'on les a souvent ratées, on peut essayer sur un show d'après de rattraper. J'ai pas fait une sèche de malade pour rien. Donc là on arrivait quand même à la 3e, 4e compétition, mon corps était bien, je voulais qu'il y ait du résultat. Je me sentais prêt, tu vois. Et du coup le chirurgien, pour moi c'était impossible qu'il m'opère et que j'aille pas à la compétition. Donc je lui ai expliqué ça en lui disant que psychologiquement si je pouvais pas aller au bout, ça serait très dur pour moi de m'en remettre par la suite, de me dire mais je sais pas, ça se trouve je me serais pas fait opérer, j'aurais été champion, tu vois. Parce que déjà en temps normal, même si on n'est pas, il n'y a pas de maladie, on n'accepte pas en tant que bodybuilder de perdre du poids. Ah bah oui, c'est sûr, ouais. Alors je pense que tu as eu deux échelles à surmonter. La première, la maladie, et la deuxième, de faire l'idée que tu vas perdre du poids. Je t'avoue ça. C'est compliqué. Gérer la priorité entre sa santé et le côté, faut que toujours je sois au top. Nous, on est coach. Tu sais très bien qu'on doit véhiculer des valeurs, des principes et surtout une image. Si on dit à nos élèves, fais attention, travaille tes abdos, oui, et que toi tu le fais pas, c'est pas costaud, ou qu'on fait pas tous à notre bouffe. Donc quelque part, tout ça a dû arriver d'un coup. Donc ça a dû être compliqué en termes de
de motivation. Comment tu as réussi à puiser encore de la force? Bah écoute, je sais pas si c'était de la force ou de la folie, tu vois. Ouais. Mais sur le moment, quand il m'a annoncé ça, j'ai pas forcément pensé tout de suite à je vais perdre du muscle ou quoi. Ouais. Moi, j'ai pensé à aujourd'hui, je suis comme ça. Dans un mois, il y a ça. Ça doit être fait. Ouais. C'est soit le médecin me dit non, c'est mort, c'est dans un mois, tu seras plus là, on t'opère maintenant, tu fermes ta gueule et t'y vas. Voilà. Ok. Exactement. Donc là, auquel cas, j'aurais dit bah de toute façon, je vais pas. Enfin, si je meurs, il y a plus de bodybuilding, donc on arrête là. Donc moi, j'ai réussi à gagner un mois en lui disant voilà, pour telle et telle raison, il faut que j'aille au bout de la compétition. J'en ferai qu'une et on m'opère après. Il m'a dit, je pense que c'était quelqu'un de vraiment intelligent, bah, de toute façon c'est sûr même, il m'a dit écoute, je comprends voilà votre point de vue. Moi, je vais vous laisser la possibilité d'aller au bout parce que c'est vrai que le psychologique est très important lors d'opérations aussi graves que ça pour la rémission. Mais si vous arrive ça, on vous met sous médicaments. Si un de ces 3 ou 4 événements, je sais plus ce que c'était, arrive, vous revenez, on vous opère. D'accord. Donc moi, j'ai dit ok, je prends. Donc des médicaments qui en plus m'empêchaient de sécher, mais ça, je l'ai su qu'après. Ah oui, et qui, cortisone, ouais, donc tu gonfles. Et moi, il m'avait mis des trucs comme ça, tu vois. Mais on allait courir le cardio à jeun le matin. J'y pensais même pas, ça n'existait pas en fait pendant ce mois-ci. C'est comme si la maladie, elle n'existait pas. J'avoue que j'ai certaines personnes de ma famille qui ont pris en charge tout ce qui était autour de l'opération, paperasse, tout ça. Donc moi, ce dernier mois, c'était coaching, entraînement. Tu continuais malgré le que tu saches que tu allais à coacher et à te préparer. J'allais à la salle, j'avais le sourire. Tu connais certaines personnes de Giga Gym qui étaient avec moi à ce moment-là. Ouais. J'allais à la salle, j'avais le sourire. C'était la compétition. Après, c'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est de la folie ou est-ce que c'est de la motivation? À l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu des deux. Mais beaucoup de la motivation. Oui, ça c'est sûr que j'étais déter. Pas au courant, tu leur avais pas dit. À qui? À la salle? Ouais. Qui le savait? Tu avais gardé ça pour toi? Non, il y avait mon coach qui le savait, il y avait mon partenaire d'entraînement et tu avais une ou deux personnes comme... après, je sais pas si tu veux qu'on dise des noms ou pas, mais des gens dont on avait évoqué un petit peu plus tôt, tu vois, tous les deux avant. Eux, ils s'entraînaient avec le même coach que moi. Du coup, tous ceux qui étaient un peu dans la team le savaient. Moi, de toute façon, j'ai jamais rien caché. Bien sûr. Et sur le moment, c'était que la compétition, tu vois. J'ai réalisé ma maladie le jour où je me suis fait opérer. D'accord. Ouais. Et à un moment donné, du coup, pour te refaire, t'as fait quand même ta compétition. Ouais. Ça s'est passé, nickel. Après, tu t'es dit, bon, pour te refaire, t'as voulu partir dans le sud. Alors, du coup, après la compétition, je me suis fait opérer, comme tu sais. D'accord. Et donc la compétition, c'était dimanche 6 mai ou 8 mai, enfin bref, peu importe, mais on va dire dimanche 6 mai 2018 à côté de Copenhague, donc au Danemark. Ok. Donc lundi je rentre en France, mardi je rentre à l'hôpital, mercredi je me fais opérer. Il n'y a pas de recharge, il n'y a rien là, c'est tu rentres, tu fermes ta gueule et tu fais, les choses doivent se faire. Ok, donc même physiquement, mentalement j'étais fatigué. Et une fois que la compète c'est fini, là il a commencé à avoir un poids au-dessus de ma tête, tu vois, à me dire ouais c'est vrai que maintenant on a d'autres choses à régler aussi. Et écoute, donc je rentre à l'hôpital, on y est rentré avec mon père, ma mère, après de la famille et des proches. Et au début c'était un cool, je sais pas, on a essayé de prendre ça le mieux possible, quoi, tu vois, on se faisait d'humour et avec mon père aussi. Ouais. Mais je pense que c'était pour un petit peu pas se voiler la face, mais tu vois, essayer d'extérioriser quoi ce qui allait se passer. Et donc après lundi rentré en France, mardi rentré à l'hôpital, mercredi opération. Et je t'avoue, c'est mardi soir quand j'ai dormi à l'hôpital parce que la veille ils t'internent pour que tu sois prêt dès le matin à être opéré, que je me suis dit ça y est, quel bail, tu vois, c'est du concret là, c'est là où j'ai réalisé que ça y est, dans quelques heures on va te mettre sur un brancard et on va t'ouvrir le cerveau. Mais frère, on t'ouvre le cerveau, comment tu ressors déjà? Est-ce que tu ressors? Et ensuite, si tu ressors, comment tu ressors? Et pour nous, comme tu disais tout à l'heure, que même si j'y avais pas pensé sur le moment, mais le physique c'est important, tout ça, quand on perd 1 kilo, on pète un plomb. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis mis psychologiquement dans cette démarche de ouais, mais attends là, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que là, je me fais opérer, ok. Déjà, je sais pas comment je vais sortir, mais après même, qu'est-ce que ça va être la suite, tu vois? Est-ce que je vais pouvoir revenir? Est-ce que je vais pouvoir m'entraîner? Est-ce que je vais pouvoir coacher? Est-ce que je vais pouvoir transmettre toujours ces mêmes valeurs? Donc il te fallait encore de la motivation et surtout
Un mental d'acier. Ouais, un mental d'acier, ouais, je crois. Mais il a été mis à rude épreuve, hein, parce que je t'avoue, le matin de l'opération, là, quand ils viennent te chercher à 5 h du mat, moi, quand ils m'ont mis sur le brancard, j'étais en train de chialer, j'allais mourir. Hein. Je m'étais dit, ça y est, c'est fini. Ah, tu penses au pire quand même dans ces situations? Ah, moi, franchement... Tu te dis, oui, ça se trouve, je vais pas me réveiller ou... Moi, franchement, je te mens pas, hein, c'est pas pour en rajouter, mais quand ils m'ont mis sur le brancard le matin, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je me suis dit, ouais, vraiment, ça y est, c'est la fin. C'est... Même si tu as envie d'être positif, tu vois, tu sais, ça fait comme dans les séries un peu, les films américains, tout ça, urgence, etc. Tu es là, tu as la tête en l'air, tu vois la lumière des couloirs, la lumière artificielle toute claquée, là. Et tu te dis, mais ça y est, ils m'emmènent, ils vont me retirer 4 cm de cerveau. Tu vois, c'était pas rien. Ok, c'était une partie facile dans mon malheur. C'était une partie facile d'accès, pas des fonctions vitales, tout ça. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance. Ça, d'ailleurs, je reviens là-dessus parce que c'était une phrase, sur le moment, quand on me disait ça, je l'acceptais pas, cette phrase-là, tu vois. Je pouvais pas me dire qu'il y a une chance dans ce que j'ai vécu. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, avec le recul, je me dis que ça m'a vraiment aidé dans ma vie de tous les jours, la maladie. Même si c'est difficile et que ça m'a mis des bâtons dans les roues, je pense que, et c'est là où on y viendra surtout à la fin, c'est ce côté motivation. Quelles que soient les épreuves dans ta vie, c'est toi qui décides si elles vont te servir ou si elles vont te pénaliser. Après, c'est un grand mot quand on dit ça, ça fait un peu le mec, oui, mais il est là, il prend tout, tu sais, de manière très décontractée, tout ça. Non, j'étais pas décontracté du tout, hein. Il m'a fallu du temps pour me dire ça et pour visualiser ça. Mais finalement, de toute façon, ça t'est arrivé. Qu'est-ce que tu veux faire? Repartir en arrière? Moi, si j'avais la machine à remonter le temps, je serais à Manhattan dans un duplex, les doigts de pied en éventail, et tu vois, ma vie, je pense qu'elle serait bien. Donc, est-ce que tu vas de l'avant avec ça? Est-ce que tu essayes d'en tirer des leçons et des conclusions pour éviter d'y retourner? Là, c'était une maladie, malheureusement. Ça, c'était faute à pas de chance. Donc après, il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins de chance que toi, ça c'est la vie. Mais qu'est-ce que t'en fais de ça, tu vois, ce truc marquant qui, moi, on aurait pu me dire, et moi c'est comme ça que je l'ai vu au début, hein. Ça y est, c'est fini, c'est foutu. Je me suis pas dit ma vie elle est terminée, j'avais que 26 ans, j'étais jeune, mais je me suis dit là, ce que j'ai réussi à créer, c'est terminé quoi. Ça y est, j'ai kiffé pendant 6 mois, j'avais enfin atteint mes objectifs premiers, mais que ça faisait déjà 6-7 ans que je bossais pour, j'arrive enfin à accéder à ça. On me fait kiffer 6 mois, c'est comme si toute ta vie tu bosses pour avoir une belle voiture, on te fait kiffer 6 mois et du jour au lendemain on te dit non c'est bon c'est fini, tu vas reprendre ta Clio de merde là et allez vas-y tu vois, va conduire frérot. Même si c'est pas ça, hein, mais parce que après voilà, voiture de merde c'est aussi toi, qu'est-ce qui est une voiture bien, qu'est-ce qui est une voiture de merde pour toi. On n'a pas tous les mêmes ambitions et ça je respecte ça. Mais ça a été un gros coup de frein. Et moralement, c'est là où ça a commencé, je sais pas, la descente aux enfers, je sais pas si on pourrait dire ça, mais en tout cas, la dégringolade, ouais. Et ça a duré combien de temps? Donc, du coup, ils t'ont opéré, il y a eu plusieurs étapes, comment ça s'est passé? Alors, ils m'ont opéré, donc ils m'ont opéré le mercredi, du coup, si je suis la compète, c'était le dimanche 6 mai. Je crois que le mercredi 9 mai, je suis rentré, donc je me suis fait opérer. Après, je suis resté une semaine à l'hôpital. Enfin, après, tu restes à l'hôpital en surveillance. Ok. Moi, on va dire, je pense que de par ma forme physique, j'ai réussi à sortir très tôt de l'hôpital. Il m'a fallu une semaine, alors que j'avais des gens de mon âge qui étaient là depuis 3 mois. Et puis, quand tu es opéré du cerveau, il faut savoir qu'en plus, tu as le droit à aucun médicament. Moi, on me donnait des Doliprane pour me calmer. Des Doliprane, hein. Tu avais de la morphine après l'opération parce qu'ils sont obligés de t'endormir. Et c'était qu'une opération, hein. Ouais, une opération. Non, qu'une opération. Et après une convalescence derrière. C'est ça. Donc moi je suis resté une semaine à l'hôpital, j'ai eu de la chance. Mais après, comme tu as dit, est-ce que tu pouvais t'entraîner tout ça? Pendant 12 semaines, j'ai pas eu le droit de m'entraîner par rapport aux sollicitations, l'influx nerveux. Voilà, tu vois. Donc que ce soit du lourd, du léger, ce que tu veux, j'avais pas le droit de le faire. Donc il y a eu ça aussi, mais bon, sur le moment, tu sors d'une opération, ça s'était bien passé, je m'en étais sorti, je t'avoue, la vie, même si elle a été dure, parce que tu comprends pas ce qui t'arrive, en fait, c'est après, j'ai pas compris ce qui m'était arrivé, tu vois, mais t'es content quand même, tu penses pas forcément, ok, j'avais envie d'aller m'entraîner, j'avais un corps de ouf, mais là, tu te dis plus, putain, je suis en vie, que aujourd'hui, c'est Pekedo. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus les mêmes objectifs, tu vois plus la chose différemment parce que c'est plus les mêmes priorités. C'est ça. C'est surtout ça. Ouais. Et du coup, après, au niveau de ta convalescence,
Donc du coup, 12 semaines d'arrêt de sport et de travail. Ouais. Donc en plus, quand tu es indépendant, 12 semaines, ça fait un peu mal, ouais. Tu vois. Bah écoute, après, je sais pas, en fait, ça s'est passé... viens, on s'assoit vite fait. Ouais. Ça s'est passé un peu tout seul, enfin, ça s'est fait un peu naturellement, mais... Donc j'avais une bonne clientèle quand même, pardon, excuse-moi. Comme on s'était dit, tu vois, ça tournait pas mal. Je pense que je devais être à la fin, là, avant de me faire opérer, à une quinzaine, vingtaine de coachings par semaine, à domicile quasiment, essentiellement. Donc c'est... Tu vis quand même décemment, on va dire, tu vois, ta vie de tous les jours. Et du coup, après cette convalescence-là, j'ai pas attendu les 12 semaines, j'ai commencé à recoacher un petit peu avant parce que quand le loyer tombe, tu es obligé de gagner ta vie. Donc j'ai sélectionné les clients avec qui je voulais travailler, les plus proches de moi, ceux en qui j'avais le plus confiance et que je savais que c'était facile pour moi, malgré ma condition physique, de travailler avec eux parce que je pouvais plus rien montrer. Une fois, je suis allé justement entraîner un de mes clients de l'époque dans un fitness park. J'ai voulu une fois lui montrer un exercice de biceps, je me suis allongé sur le banc, j'ai fait un curl allongé, j'ai cru que rien que le fait de m'allonger, la pression dans ma tête, j'ai cru qu'elle allait exploser. Donc j'ai continué un peu comme ça. Première fois que je reviens à Giga Gym faire mon premier coaching, je t'avoue, ça me met tellement mal que je chiale. Rien que de rentrer dans la salle, j'ai chialé. Parce que les émotions, de se dire, moi, dans ma tête, ça peut paraître extrême, mais mon avenir, il se construisait ici en partie, tu vois. Bien sûr. Et là, je reviens pour travailler, mais du coup, je viens pour quelqu'un d'autre. Mais moi, c'est... Enfin, je savais vraiment plus où j'en étais, tu vois. Donc, j'ai fait mon coaching, ça s'est bien passé, je suis resté pro. La personne n'a rien vu. Mais ça a été difficile et c'est là que je me suis dit... Paris c'est bien, mais si tu restes dans cet environnement, tu vas devenir fou. Et tu sais, il y a une phrase qui est dite, je sais pas qui c'est qui l'a dit, moi, la personne... Enfin, cette phrase-là, je l'ai d'un son de rap de Dossé, et c'est... mince, attends, je vais te dire ça. On peut pas grandir dans un... Non, on peut pas guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Ok. Tu vois ? Belle... Et à ce moment-là, je me suis dit, Paris, c'est bien, ok, t'as déjà ta clientèle. Ouais. Bon, la maladie, ça t'a mis un stop, mais si tu voulais vraiment, tu pourrais repartir. Parce que bon, ok, j'ai arrêté 12 semaines, mes clients, ils m'étaient fidèles. En plus, ils savaient ce qui m'était arrivé, donc ils m'ont tous soutenu, ils étaient tous derrière moi. J'aurais pu reprendre. Mais... Après, il y avait cette histoire du culturisme, de plus pouvoir en faire, tout ça. J'avais envie de me détacher un peu de ça, tu vois, de prendre du recul et me dire c'est quoi ma vie aujourd'hui, maintenant qu'il s'est passé ça, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais faire. Et du coup, j'ai de la famille dans le sud parce que ma mère et mon père sont de la région vers Marseille, là, Marseille, Aix-en-Provence, tout ça. Donc j'ai décidé d'aller là-bas parce que jusqu'à mes 18 ans, je passais quasiment toutes mes vacances chez mes grands-parents. Okay. Donc c'était mon endroit de cœur, on va dire. Okay, l'endroit où quand j'arrive, je vois le paysage, mon cœur il se met à battre et il est chez lui. Du coup, je me suis dit, je vais aller là-bas. Le coaching, tu as réussi à Paris seul, avec un peu d'aide, mais tu as réussi, ça s'est fait naturellement, tout seul. Il y a des chances, je vois pas pourquoi à Marseille, tu pourrais pas le refaire. Donc on essaye, on se laisse une chance et puis si ça marche pas, de toute façon tu vas chez de la famille, tu pourras toujours revenir en arrière ou faire autre chose, tu vois, pas de fatalité quoi, c'est ça que je veux dire. Donc je suis parti, donc je m'étais fait opérer en mai 2018, en octobre 2018 je suis parti, voilà. Okay. Et après du coup, tu es revenu sur Paris ? Là actuellement, ouais, je suis revenu sur Paris, j'ai fait 2 ans à Marseille. D'accord. Donc j'ai essayé de reprendre les coachings à domicile. Ouais. Okay. À côté, comme à Marseille, j'avais pas le même réseau qu'ici. Il a bien fallu que je gagne ma vie aussi. Bien sûr. Donc je me suis salarié dans un groupe de salles. Bon, on dira pas le nom parce que peu importe. Donc il a fallu que je me remette dans le salariat, ce qui était pas grave, puisque de toute façon, il faut rebondir après quand des choses comme ça elles t'arrivent. C'est si tu restes au sol, il y a personne qui va te relever. Hein. Les gens ils vont passer, soit ils te marchent dessus, soit ils passent à côté, mais il y en a pas beaucoup qui vont te tendre la main. Et même s'ils te tendent la main, il n'y a que toi qui peux décider de l'attraper, cette main. Parce qu'il peut y avoir 10 personnes qui te tendent la main, mais si toi tu as envie de rester au sol, tu resteras au sol, tu vois. Okay. Et donc je me suis dit, je me reprends en main, c'est pas grave, on va essayer là-bas. Donc je trouve un taf qui se passe bien. En plus, ça me change de mon coaching, ça m'amène un autre rapport avec les gens. Parce que comme on a dit, on était quand même avec des personnalités, des gens un petit peu connus, même si, voilà, peu importe.
Mais là, du coup, c'est un petit peu retour à la réalité, tu vois, et ça s'est très bien passé. Et j'ai réussi à prendre du plaisir dans mon travail, même s'il n'avait plus rien à voir, parce que ce qui me faisait vibrer sur Paris dans le coaching perso et de pouvoir m'occuper des gens, malgré que sur mon CDI j'ai beaucoup plus de tâches à faire parce que tu dois faire, je sais pas, les démarches téléphoniques, répondre aux mails, etc., etc. Avec les adhérents, j'avais réussi à ramener ce côté-là. Donc, malgré tout, j'y trouvais toujours du plaisir et moi j'essayais d'aider les gens. C'était comme ça que j'étais heureux parce que forcément tu gagnes 3 fois moins vu que tu es salarié, donc c'est pas l'argent qui te motive. Bien sûr. Ok. Qu'est-ce qui va te motiver? C'est pas, pour moi en tout cas, c'était pas l'envie de me dire je vais gérer une salle pour une ou enfin pour X ou Y boîte, parce que moi je me dis que si je gère une salle, ce serait plutôt la mienne. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Donc là, tu es coach, mais tu vas pas forcément évoluer dans la boîte, tu vois. Donc qu'est-ce qui peut te rendre heureux quand même tous les jours pour que ce soit pas pénible et pour que tu ailles bien, parce que c'est difficile d'aller bien aussi. Il faut se battre, tu vois, quotidiennement, c'est un travail. Donc il y a eu ça, il y a eu quelques coachings avec en plus un peu des personnalités de là-bas. J'avais fait par exemple, bon on va parce que voilà on veut pas trop parler de ça, mais j'avais fait un grand chef cuistot du Sud, très connu, qui s'occupe d'hôtels de luxe aussi à Paris, enfin quelqu'un de très influent là-bas. Mais il n'y a pas eu de bouche à oreille contrairement à Paris. Ok. Donc moi j'étais dans le Sud. On va dire que le Sud, j'ai vraiment... Marseille, ça a été mon coup de cœur. Je connaissais Marseille, mais j'étais plus dans les calanques à côté, tout ce qui est Côte Bleue, de là où mes grands-parents habitaient. Mais Marseille, ça a été le coup de cœur au niveau de la mentalité, les gens qui te parlent, le soleil. Voilà, la vie est ouverte, le cadre de vie. Moi, j'avais besoin de pas trop de stress quand même par rapport au cerveau. Tout est moins cher, donc tu y es mieux, tu vois, tu vas pas bien, tu as la mer, tu as de la nature, il y a du vert, il y a du bleu, il y a ce qu'il faut. Pour moi, c'était vraiment agréable. Mais, ok, le coaching perso, ça s'est pas développé tout de suite. Je me suis dit, c'est pas grave, tu as le temps. Avant, surtout dans le culturisme, j'ai toujours voulu aller vite. Comme on a dit, en plus, c'était pas ma morphologie. Du coup, ça a dû fatiguer mon corps quand même, tu vois. Et ça, c'est des erreurs que j'ai faites en étant jeune. Et comme tu as dit, aujourd'hui, on éviterait aux gens de les faire, ces erreurs-là. Mais je m'étais dit à Marseille, voilà, je peux prendre mon temps, c'est pas grave. Je me dis pas qu'il faut que je réussisse demain, dans 6 mois ou dans 2 ans. Bien sûr, j'ai envie que ça marche. Mais tant que j'arrive à subvenir à mes besoins et à vivre en faisant quelque chose que j'aime, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, ce qui devra se faire se fera parce que je m'en donne les moyens. Donc je savais que ça allait arriver, j'étais pas pressé. Et arrive ce fameux Corona. Je pense qu'on en a tous entendu parler maintenant. Et du coup, l'année 2020, ça a été compliqué. Sur 12 mois de salariat, j'ai eu 4 ou 5 mois de travail. Donc 6-7 mois de chômage partiel. Heureusement, j'étais payé, mais bon, tu perds quand même 30 à 40% de ton salaire, donc c'est relou. Et tu travailles plus, c'est l'inactivité surtout moi qui m'a frustré, qui m'a impacté, tu vois. Parce que comme le coaching perso il s'était pas développé non plus que ça, et que tout était fermé, je pouvais pas aller démarcher des gens, le côté tu sais un peu tu sors, tu vas démarcher, etc. La vie mondaine, mais pour rapatrier des gens sur ton boulot, ça pouvait pas se faire. Et les salles de sport étaient fermées, donc même mon boulot fixe qui me faisait vivre pouvait pas se faire non plus. Donc ça a été encore compliqué après quasiment un an et demi de dépression par rapport à la remise en question et à la maladie. Et donc je vais revenir là-dessus un petit peu, excuse-moi, je fais un petit peu des apartés. Mais du coup, pendant cette période, 1 an et demi après l'opération, ça a été vraiment dur. Psychologiquement, je savais plus ce que je voulais faire, j'ai arrêté de manger comme il fallait, j'ai arrêté de m'entraîner, du coup tu perds vite. Donc psychologiquement ça va pas, donc tu te poses des questions, donc tu te remets en question. Et au bout d'1 an et demi, j'en étais même venu à me dire, est-ce que le coaching c'est vraiment ce que tu as envie de faire, est-ce que ça te plaît vraiment, est-ce que c'est ça, tu vois, alors qu'on m'a toujours fait des retours positifs. J'ai toujours eu des retours positifs sur mon téléphone, je dois avoir 10, 15, 20 transformations de clients. Ils sont quasiment tous arrivés à leurs résultats. Après oui, bien sûr, on n'y arrive pas à 100%. Il y a toujours des cas plus compliqués que d'autres.
Mais je connaissais ma valeur, tu vois, je savais que j'étais un bon coach. Mais ça m'a remis en question. Et là, du coup, j'ai vu arriver avec ce corona la 3e dépression. Et là, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, c'est pas possible. 2, ça a été déjà énorme. 3, je sais pas si tu t'en sortiras. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour pas faire de ce moment-là une fatalité, alors que quasiment tout est fermé et que finalement, tu peux faire des choses, mais tu peux pas faire, t'as pas tous les moyens habituels à ta disposition parce qu'on t'a mis beaucoup de contraintes aujourd'hui. Okay. Par rapport à toutes les fermetures de clubs ou l'empêchement de se déplacer à tant de kilomètres, etc. Les bars, les restaurants fermés, tout ça. Et je me suis dit, bah écoute, malgré que Marseille, ça me plaise énormément et que je m'y sente bien, j'aime mon métier parce que voilà, bon, 1 an et demi de dépression, mais après j'ai quand même repris pied. Ouais. Je me suis pas battu parce que c'est pas le bon terme, mais j'ai travaillé sur moi, j'ai pris du temps pour me comprendre, me connaître, voir ce que je voulais maintenant, savoir qui j'étais après cette opération et où je voulais aller. Et quand je me suis retrouvé, je me suis dit Marseille, la qualité de vie c'est génial, mais là ok, tu as 28 ans, si tu restes comme ça à 35, t'en seras où? Parce qu'à 35, tu pourras pas retourner à 28, ce sera trop tard. Si tu as perdu 7 ans, les 7 ans ils sont perdus. Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre certaines choses, tu arriveras à les retrouver. Le temps quand il est passé, il est passé. Soit t'en tires de l'expérience, soit t'en tires rien et c'est perdu pour perdu. Donc je me suis dit, Paris, ok, le cadre de vie il sera moins bien, c'est sûr. Ben, retour à Paris, pourquoi? Parce que je voulais pas me laisser dans la fatalité. Il n'y a pas de fatalité finalement, c'est toi, tu décides pour ta vie, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi il y en a qui ont réussi, pourquoi il y en a d'autres qui ont échoué? Alors je dis pas avoir les réponses, hein, parce que bah, je suis jeune et qu'il y a le temps, mais si tu te donnes pas les moyens au moins, tu pourras pas savoir si tu as réussi ou raté. Enfin, si tu aurais pu réussir ou rater. Et vraiment, moi, ce que j'ai vraiment l'image qui m'a fait peur et qui m'a poussé à remonter, c'est de me dire, bon là, tu as 28 ans, ok, tu es dans un cadre agréable, tout ça, tu kiffes, c'est bien, tu as de quoi vivre en plus, j'aurais pu avoir une petite vie posée. Mais je me suis dit, à 35 ans, tu as ta petite vie posée et tu vas regarder en arrière, tu vas te dire, mais de 18 à 28 ans, tu as fait tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est quoi, une maladie, elle t'a mis à terre? Moi, la maladie, elle me met pas à terre, tu vois. Sur le moment, oui, elle m'a mis à terre, je suis d'accord. Après, il y a des fatalités dans la vie. Mais qu'est-ce que t'en fais? C'est peut-être pas une fatalité, tu vois. Tout à l'heure, je t'ai dit, aujourd'hui, la maladie, je la vois comme une chance. Parce que pour moi, la maladie, elle m'a sorti de travers. Le culturisme, c'est bien, hein. J'ai toujours ce truc de culte du corps. Je pense que, peut-être pas toute ma vie, parce qu'on peut pas dire ça, mais pendant très longtemps, j'aurai un corps taillé parce que j'aime ça. Après, pourquoi j'aime ça? Je sais pas, et puis ça regarde que moi. De toute façon, moi j'aime être comme ça, je suis comme je veux, je dérange personne. Je vais pas te dire, viens, il faut que tu sois comme ça. Moi je suis comme ça, toi sois comme tu veux. Bah, pour moi l'important c'est que tu sois en bonne santé et bien dans ta peau, d'où le fait qu'on soit coach. Mais bref, donc tout ça, revenir à Paris en me disant, bah, t'avais ton réseau. Donc dans le sud ça a pas trop marché, mais quoi qu'il arrive, si les choses étaient à refaire, je les referais pareil, hein, parce que le sud, même si ça n'a pas trop marché, déjà ça m'a reconnecté avec certaines personnes de ma famille, ça m'a connecté avec le sud, et puis ça m'a permis de faire un travail sur moi, de me reposer les bonnes questions et de savoir où je voulais aller, tu vois, et de ne pas faire des bêtises, parce que tant à Paris, j'aurais été pris à la gorge, et peut-être que ben, je me serais dit, coach, non, finalement, c'est pas pour toi. J'aurais changé plus vite parce qu'il aurait fallu que je rebondisse plus vite aussi. Là, je me suis laissé du temps, j'ai pris du recul, j'ai pris de la hauteur sur ce qui s'était passé. J'ai essayé de sortir de moi pour avoir un avis extérieur et me dire, ben voilà, Paris, maintenant, si tu as réussi tout seul il y a 5 ans, aujourd'hui, pourquoi tu pourrais pas réussir, tu vois? En tout cas, si tu le fais pas et que tu t'en donnes pas les moyens, c'est sûr que tu réussiras pas. Donc après, réussir, c'est personnel, c'est qu'est-ce qu'on a envie et qu'est-ce qu'on appelle la réussite. Moi, je sais que c'est voilà, de coacher des gens avec qui je me sens bien, de leur transmettre ma passion, leur donner les clés pour qu'ils atteignent leurs objectifs plus rapidement que moi, sans se blesser et sans dégrader leur santé aussi, parce que nous, on a peut-être fait des erreurs qu'on peut... Faire gagner du temps. Voilà, éviter les gens, enfin, on peut éviter aux gens de faire les mêmes erreurs, tu vois. Donc c'est ça ma plus-value, de me dire, ben moi j'ai fait ça, mon parcours, il est là de mes 20 ans à mes 28 ans au coaching. Maintenant on condense tout ça, on est arrivé à cette synthèse-là. Cette synthèse-là, comment elle va marcher avec toi?
eh ben, il faut que j'apprenne à te connaître. Il y a une relation avec le client, avec l'adhérent, le client, comment l'élève, peu importe comment on veut l'appeler. Il y a une relation, il y a quelque chose de personnalisé, tu vois. Comme on me disait, on est coach, mais on n'a pas inventé l'eau chaude. Ok, il y a peut-être pire, il y a peut-être mieux. Mais après, les principes sont les mêmes. Tu veux les connaître, tu ouvres des livres, tu vas t'entraîner, tu regardes les vidéos de préparateurs physiques ou d'entraîneurs connu et reconnu. Qu'on va créer avec voilà. Après, c'est le relationnel, c'est ton image, c'est quelle est ta plus-value. Et ben, nous, je pense qu'il y a la motivation, mais il y a aussi surtout les connaissances. Quoi. Moi, je suis parti de là, j'ai réussi à arriver là. Je vais peut-être pas vous amener là parce que de toute façon, vous voudrez pas faire les sacrifices. Et que moi, je dis, c'est pas une vie. Moi, je l'ai kiffé. Hein. Et je le kiffe toujours un peu. Mais c'est ma vie, c'est mon choix. Je peux pas imposer ça à quelqu'un. Maintenant, c'est comment transformer quelqu'un ou le transformer physiquement ou qu'il soit en meilleure santé même. Hein, parce que t'es pas obligé d'être fit pour être bien dans ta peau. Moi, je m'en fous qu'ils soient fit les gens. Tout ce que je veux, c'est qu'ils soient bien dans leur peau, qu'ils arrivent à s'aimer et qu'ils soient en bonne santé. Parce que je sais que si moi, j'arrive à faire ça pour moi, j'aurais réussi ma vie en partie, tu vois. Et on sait que s'aimer, c'est pas facile en plus. Hein, c'est quelque chose de très compliqué, tu vois. Et tout ça pour dire que ben voilà, Paris, parce que c'était l'évidence de me dire il faut que tu te relaisses une chance, c'est pas fini. Et t'es tombé, ok, mais c'est peut-être la 3e, 4e fois. Les 3 fois avant, tu t'es relevé. Pourquoi cette fois-ci tu te relèverais pas? Exactement. Et vois ça comme une chance encore, parce que la maladie, tu l'as eu à 26 ans. Tu l'aurais eu à 50 ans. Quel bail, tu vois comment ça serait passé? Parce que ma forme physique, ça aurait pas été la même. Je pourrais être sportif encore à 50 ans, très sportif. Mais l'air de rien, c'est pas les mêmes enjeux. C'est pas les mêmes enjeux. D'accord. Bah, merci beaucoup, Lucas. Ouais, je t'en prie. De t'avoir confié à nous. Parce que voilà, je voulais vraiment organiser cette rencontre. Parce que pour moi, la motivation, c'est en toute chose. Que ça soit nous, quand on vous coach, on vous transmet la motivation, que vous-même, vous ayez la motivation pour vous entraîner. Et de par son histoire que je connaissais depuis un moment, j'ai osé lui demander. Il a été super gentil de nous en faire part. C'était pour vraiment vous démontrer la motivation. Déjà la motivation qu'on doit vous donner à vous, la motivation qu'on attend d'un coach et la motivation aussi qu'on attend de vous pour que vous puissiez vous lever et faire les exercices que vous devez faire chaque jour, etc., etc. Donc voilà, là, il a démontré qu'en sortant de maladie, il s'est relevé, il est parti dans le sud, il s'est relevé, il revient sur Paris, il se relève encore. Donc tu as commencé déjà à refaire tes coachings à domicile. Ouais, un petit peu, ça repart. Ça commence à repartir. Tu as d'autres projets qu'on va encore garder. On en parlera une prochaine fois quand ce sera concret. Voilà. Ouais, exactement. Et donc voilà, moi je vous le conseille, je vous le recommande. Il faut lui donner de la force. Si vous avez besoin d'un coaching dans Paris, regardez les beaux cadres qu'il y a. Je vous laisse son compte Insta. Toutes les informations pour pouvoir rentrer en contact avec lui. Et voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Lucas? Moi, je pense que c'est bien et j'aurais un dernier mot à dire. C'est que, comme on a dit, c'était du coaching à domicile, surtout que je fais à Paris. Donc ça, c'est à prendre en compte parce que c'est dans un cadre quand même assez privilégié. Il n'y a pas ce côté vis-à-vis que certains élèves peuvent redouter, le vis-à-vis, parce qu'il n'y a que moi, mon œil, et mon œil, il sera bienveillant. Bien sûr. Et il n'y a pas de fatalité dans la vie surtout. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un objectif, quel qu'il soit, il est réalisable. Bon, peut-être que si demain je disais, moi, Lucas, j'ai envie d'être président de la République, on me rirait au nez, c'est sûr. Après, il faut être, comment dire, pas raisonnable, mais il faut être cohérent et réaliste. Mais pourquoi, comme on disait tout à l'heure, il y a certaines personnes qui sont parties de rien du tout, mais rien du tout, et qui ont réussi à aller aux plus hautes sphères de leur domaine et même les diversifier dans plusieurs domaines, être le nec plus ultra de plusieurs domaines, et pourquoi pas nous? Tu vois, donc si vous avez des objectifs, venez nous voir et on les réalisera vraiment, et quoi qu'il arrive, tout est possible dans la vie. Abandonnez pas, c'est tout. Voilà. Pour finir, la force a été créée que pour être partagée et bang.